Martin, donc futur président du club Rotaract. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que le club Rotaract? Donc, Paris-Quai d'Orsay, nous organisons des actions locales avec, par exemple, des maraudes pour aider les sans-abri, des actions Palais de la Femme pour aider ces femmes célibataires et leurs enfants, mais aussi des dimensions plus professionnelles comme ce cycle de conférences que nous organisons avec Ezekiel de l'Observatoire euro-africain de l'intelligence artificielle. Donc, pour nous, c'est toujours un vrai plaisir d'accueillir des intervenants de qualité, comme j'ai dit, monsieur le député Cédric Villani, pour ces conférences. Ça me touche particulièrement, puisque moi-même, étant du milieu scientifique, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue d'un homme politique qui a un background scientifique, d'avoir voilà, des conférences, son point de vue. Donc, merci Ezekiel pour cette organisation et merci à vous d'être présent. C'est à vous, monsieur le député. Merci Jérôme. Et sans plus tarder, nous entrons dans le vif de notre rencontre. Et comme vous l'aurez constaté, nous avons le plaisir d'accueillir M. Cédric Villani, un mathématicien de haut volt dont les travaux ont été reconnus et récompensés par l'éloquente médaille Fields, ce qui est considéré comme le prix Nobel du monde mathématique. Il est également un scientifique qui s'illustre dans le domaine du politique, étant donné qu'il a été élu député de l'Essonne en 2017. Et au sein de l'Assemblée nationale, il est le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques. Il est par ailleurs l'auteur du remarqué et remarquable rapport sur la stratégie française de l'intelligence artificielle, un rapport qui a été vivement apprécié par la critique et qui a inspiré plusieurs initiatives aussi bien administratives qu'associatives, parmi lesquelles notre modeste association. Alors, monsieur le député, lors de votre présentation du rapport en 2018, vous avez insisté dans votre discours sur trois notions qui peuvent se résumer par le sigle EPS. Pour rappel aux participants, EPS ne signifie pas l'éducation physique et sportive. Loin de là, EPS renvoie à l'expérimentation, le partage et la souveraineté. Trois notions qui doivent constituer notre grille de lecture et la grille d'analyse de l'intelligence artificielle. Alors, c'est précisément sur la question du partage que nous voulons insister lors de cette rencontre. Du coup, nous avons deux questions à poser à monsieur le député. Quelle est votre vision, j'ajouterais humaniste, de l'intelligence artificielle à la lumière des trois notions que j'ai évoquées? Et quel est le contenu du mot partage? Lorsque vous parlez du partage, devons-nous associer cette notion aux dynamiques de solidarité, aux dynamiques de solidarité entre le Nord et le Sud? Si oui, quels sont les possibles schémas de coopération qui peuvent être mis sur pied? Alors, monsieur, vous avez la parole et juste préciser aux participants que lors de la présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est réservé. Ou alors, après la présentation, vous aurez la possibilité de prendre la parole et de poser votre question de vive voix, étant donné que nous sommes un nombre plutôt humain. Alors, monsieur le député, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Ezekiel Takam. Merci pour cette invitation. Je vais lancer la conversation là-dessus. Effectivement, comme nous sommes un nombre de participants humains, ce sera l'occasion de continuer sur des échanges, des questions-réponses. Oui, partage, c'est au cœur de ce que j'évoquais dans mes conclusions sur l'intelligence artificielle, c'est au cœur de la mise en œuvre, et c'est un partage qui doit s'entendre à plusieurs titres. Très important, partage de compétences. L'intelligence artificielle se développe de façon interdisciplinaire entre le développement et les usages, avec différentes spécialités qui doivent donner leur avis. Partage en fonction du partage de données, en particulier parce qu'on veut avoir un volume suffisant de données pour tirer des conclusions statistiques. C'est ça qui compte sur la majorité des applications en intelligence artificielle. Et puis le partage, c'est aussi une question de partage de coopération. Coopération entre établissements, coopération entre pays dans le cadre de stratégies, qui peuvent être des stratégies internationales. Et comme l'intelligence artificielle est tellement polymorphe et polyvalente, elle se prête bien à des actions de partage qui vont venir brancher sur d'autres enjeux. Prenons quelques exemples. On sait que dans les enjeux nord-sud, les questions de patrimoine, de conservation sont très importantes, mais aussi la faculté de pouvoir étudier
des œuvres d'art anciennes, des grottes, des monuments, des artefacts, tout ce que vous voulez, de la façon la plus respectueuse possible. Il y a eu des conflits diplomatiques qui ont pu se faire sur des œuvres, sur des objets culturels importants qui ont été pris par un pays à un autre et des fois qui sont encore très importants. Intelligence artificielle donne des techniques pour combiner intelligence artificielle combinée avec des reconstructions en réalité augmentée, en réalité virtuelle, donne des techniques pour reproduire, pour faire ressentir une œuvre, un environnement, et ainsi partager de façon efficace dans quelque chose qui peut être une coopération nord-sud. Un autre exemple, peut-être l'aide à, disons, à optimisation énergétique dans une construction. C'est quelque chose sur quoi on a des logiciels qui vont être capables de faire des diagnostics, capables de faire des propositions, quelque chose qui demande du partage de ressources humaines, du partage logiciel, et qui peut très bien s'inclure aussi dans une coopération nord-sud. On pourrait continuer comme ça, mais évidemment, et quand on parle de partage de coopération nord-sud, un vrai partage de coopération doit être aussi un partage de formation et de compétences, de sorte que ce ne soit pas juste une technologie qui est vendue ou qui est donnée, qui est mise à disposition du nord vers le sud, ou du sud vers le nord d'ailleurs, mais bien quelque chose qui se fasse dans un contexte de formation partagée. Dans le cas, parmi les projets qu'on peut citer aussi nord-sud, pour prendre un exemple complètement différent, patrimoine linguistique, qui est un sujet important dans le sud, dans un contexte où il y a quantité de langues et de richesses linguistiques qui parfois a besoin d'être codifiées, explorées, aussi dans un contexte où des milliers de langues sont en danger de disparition à travers le monde. Et là aussi, l'intelligence artificielle, avec la faculté qui a été développée dans un cadre de traduction automatique, avec les techniques d'enregistrement que nous avons, on peut participer à préserver, sauvegarder, étudier cette variété de langues. C'est aussi quelque chose qui se prête très naturellement à de la coopération nord-sud. Vous pourrez retrouver d'autres exemples et des lignes générales dans un document auquel j'ai contribué à participer, qui est la stratégie de l'UNESCO. Je fais partie d'un panel d'experts qui a participé à définir une stratégie de l'UNESCO dans laquelle les questions d'intelligence artificielle, mais aussi d'ailleurs les questions de travail à distance, de visioconférence ont été abordées. Alors, merci bien, monsieur le député, pour cette brillante présentation assez succincte et nous ouvrons sans plus tarder les discussions. Si vous avez une quelconque question, vous prenez la parole et vous posez votre question. Alors, je vais avoir une question, s'il vous plaît. J'ai lu rapidement dans vos écrits sur l'intelligence artificielle que la France possède une grande capacité, mais qu'elle a du mal à se transformer, c'est ce que vous y comprendre, en une réalité économique et industrielle. Alors, c'est un point qui me touche particulièrement parce que je travaille dans une startup qui justement utilise l'intelligence artificielle. Mais comment vous souhaitez-vous inciter cette transformation de l'intelligence artificielle, de ces recherches, en une réelle capacité industrielle? Comment nous, jeunes entrepreneurs, on pourrait se lancer là-dedans et en quoi l'intelligence artificielle est-elle réellement comment dire, a-t-elle cette capacité en fait à se devenir cette puissance économique et industrielle? D'abord, les atouts de la France en la matière sont plus sur l'amont que sur l'aval. Gros atouts en recherche, avec des chercheurs mondialement reconnus, des universités, des laboratoires de recherche qui sont extrêmement reconnus. Et il est clair, quand vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, d'abord, ça peut être un projet qui spécifiquement va développer de l'IA pour tel ou tel usage. Ça peut aussi être le renforcement par IA de tel projet qui n'a rien à voir avec l'IA a priori. Ça peut être dans un contexte industriel, de la maintenance de matériel, ça peut être dans un contexte, ça peut être du maintien d'écosystèmes, de la gestion de forêts ou qui sait quoi, à peu près n'importe quel sujet peut se retrouver aidé
parfois bouleversé, parfois juste aidé un petit coup par l'intelligence artificielle. Première étape, c'est de se rapprocher je dirais au départ, de se rapprocher de personnes, de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Évidemment, les grandes majors américaines font ça tous les jours. Vous avez les publicités, les Google et autres qui vous disent avec de l'IA, nous allons vous aider à révolutionner notre business et tout ça. Mais c'est aussi la porte d'entrée d'une démarche qui voit toute le gain de valeur capté par les États-Unis. Dans une approche résolument européenne, il sera bien plus naturel, bien plus vertueux de prendre contact avec une université locale, le laboratoire de recherche local. Ça dépend de où vous êtes basé. Et l'idéal, c'est si vous arrivez à faire équipe, exposer vos problèmes et faire équipe avec quelqu'un. Le plus souvent, l'IA, ça se construit dans la durée, en essai-erreur, de façon pragmatique, avec des boucles de rétroaction et dans lesquelles on tâtonne, et dans lesquelles il vous faut quelqu'un de l'art. Ça se fait rarement avec des outils sur étagère, ça se fait plutôt en co-développement. Merci. Merci pour votre réponse. Vous êtes basé où? Moi? Oui, à Paris. À Paris. Alors, allez voir, si vous cherchez, allez voir soit le laboratoire de Paris Centre, basé autour de PSL, autour de l'ESL ou d'autres, Oui. soit Paris-Saclay, sur lequel vous avez aussi tout ce qu'il faut. Si vous êtes à Paris Centre, allez voir Paris Centre en priorité et voyez avec les contacts, idéalement, exposez votre problème, vos ambitions et faites l'état de l'art avec eux. D'accord, merci. Merci Jérôme pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? Oui, André Aded. Oui, bonjour Monsieur le député. Je voudrais entendre quelques mots sur l'intelligence artificielle et les libertés individuelles. Quel est votre point de vue sur les limites à ne pas dépasser? Liberté individuelle est un vrai sujet d'aujourd'hui dans lequel un peu tous les gouvernements ont la tentation d'augmenter le contrôle des citoyens, aussi dans un contexte d'insécurité, dans un contexte de menaces d'attentats et tout ce que vous voulez. Trouver le bon équilibre est fort délicat. Certains pays sont allés très au-delà de ce qui est admissible. L'un des exemples les plus aboutis étant la Chine, bien sûr, avec des grands programmes de score social, avec des programmes de reconnaissance automatique, de reconnaissance faciale automatique, avec des ciblages et une façon de ficher donc tout ce qui est détection par rapport, par exemple, en rapport avec la pandémie. Donc, un contexte où on voit des choses extrêmement liberticides qui se mettent en place. La France l'Europe a un certain nombre de contre-pouvoirs qui sont bien mis en place pour garantir les libertés individuelles. En particulier l'autorité très respectée qu'est la CNIL en France et qui a inspiré un certain nombre d'autres institutions européennes ainsi que le contrôleur européen de la protection des données. Cela par rapport au contrôle des données personnelles et aux questions de fichage et aux questions de communication des informations et tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des organismes tels que le Comité consultatif national d'éthique dans sa chambre spécialisée numérique ou encore le Conseil national du numérique. Très franchement, en Europe occidentale, il y a tous les moyens institutionnels qu'on peut imaginer pour garantir les libertés. On a même un peu trop, au sens où il y a une certaine redondance entre les organismes qui existent aujourd'hui. Et dans certains cas, on a même des effets pervers où l'excès de précautions prises dans la protection des libertés individuelles aboutit à freiner ou à empêcher carrément le développement de certains projets. C'était à une époque une critique récurrente faite à la CNIL par les startups et en particulier dans le domaine de la santé. La CNIL a compris et a travaillé à améliorer, à accélérer ces processus, mais il n'empêche, en la matière, aujourd'hui, la société pêche plutôt par excès de prudence que ici, dans nos contrées, pêche plutôt par excès de prudence
que par naïveté, par manque de prudence. Et cela en tout cas pour la question réglementaire, on va dire. Là où il y a des progrès à faire, c'est sur la mise en œuvre de la police, on va dire. Contrôler des pratiques qui sont pas acceptables, les détecter des fraudes, détecter des failles, des choses comme ça. Merci. Il va y avoir encore de la construction en la matière. Ce sont des débats qui sont devant nous et qui continueront à s'inviter encore et encore. OK. Merci pour cette réponse objective. Merci. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, monsieur Guy Carigny. Oui, bonjour à tous. Je suis invité par le club de Paris Quai d'Orsay. Une question à monsieur le député. Je ne suis plus très jeune. J'entendais déjà parler d'intelligence artificielle il y a bien longtemps, c'est-à-dire dans les années 80, où j'ai sévi dans le milieu informatique déjà à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement quels ont été les progrès qui ont été faits entre les années 80 donc, et aujourd'hui en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui était donc en fait destinée, si je ne me trompe, à remplacer finalement la compréhension, le fonctionnement de l'être humain. Dans les années 80, c'était un peu ça, effectivement, l'objectif. Et l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui commence dans les années 50. Mais disons que dans les années 80, on était effectivement encore sur l'objectif de construire une entité, quelque chose qui puisse remplacer l'humain dans ses capacités d'analyse, de finesse, de cognition. Et donc très centré sur des questions de logique, en rapport avec la perception, avec la conscience, avec la décision, avec les ontologies, les arbres de décision et tout ce qu'on veut. Tout cela a été balayé. Et ce qu'on appelle maintenant intelligence artificielle ressemble très peu à ça. C'est beaucoup basé sur la statistique. Ça se focalise sur les résultats plus que sur les causes. On ne cherche pas à analyser le pourquoi, mais on cherche à analyser quel est le résultat. On cherche à prédire sans forcément comprendre. C'est même un peu à l'opposé de la démarche scientifique habituelle. Ça se fait beaucoup par apprentissage statistique. Ça se fait de façon expérimentale et pragmatique. Ça s'est fait en ravivant des techniques qui semblaient oubliées. Dans les années 80, on considérait que les réseaux de neurones, c'était une impasse, ou en tout cas, disons, dans les années 90, après d'avoir testé dans les années 80. Et sont revenus les réseaux de neurones dans les années 2000, très à la mode, complètement par surprise, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi d'ailleurs. Ça fait partie des frustrations ou des blessures narcissiques du domaine. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui n'est pas quelque chose qu'on devrait qualifier d'intelligence. Ça ne se compare pas à l'intelligence humaine. Ça agit de façon extrêmement précise et inhumaine, certes, mais sur des segments spécialisés, avec tout le lot de paradoxes que ça peut apporter. Ça fait des diagnostics médicaux plus précis que le meilleur expert du monde, ou ça joue au go mieux que le meilleur expert du monde, mais c'est incapable de balayer un escalier. Il n'existe pas de robots balayeurs aujourd'hui, dignes de ce nom. Il existe des robots, alors qu'il existe des robots qui font toutes sortes d'activités extrêmement savantes, comme traduire, je ne sais pas, du chinois en sanskrit, et en l'adaptant à tel ou tel dialecte. Il n'existe pas de robots qui conduisent aujourd'hui, même si il y a des progrès en la matière. Donc ça n'est pas de l'intelligence, c'est quelque chose d'autre. Et les trois mots-clés EPS qui étaient évoqués tout à l'heure, expérimentation, partage, souveraineté, ce n'est pas les mots-clés qui auraient été mis en avant dans les années 80. On aurait mis en avant le mot-clé logique, la conscience ou je ne sais quoi, mais c'était juste pas ça. Je vous remercie. Merci. D'autres questions? Donc, oui, bonjour Monsieur le député. Tout d'abord,
Je voulais peut-être revenir un peu plus sur le point de la partage entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et l'Amérique du Sud, que me touche beaucoup en tant que Brésilien ainsi que Français. Donc, en fait, comment cette partage pourrait se mettre en place euh, et le préserver à la fois les intérêts économiques des entreprises, à la fois l'intérêt de l'État et faire en sorte que finalement les entités comme les entités, enfin les universités au Brésil, en Europe, en Afrique, elles pourraient se partager et pourraient collaborer sans qu'en effet on se retrouve avec une fuite des données ou que puisse impacter la recherche euh, par cet aspect-là. Comment euh, équilibrer ces deux points? Alors, ici, c'est la question. Il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est une question habituelle en sciences et en développement technologique de coopération et de compétition, et où on se retrouve toujours à faire des projets qui sont dans des coopérations, que ce soit entre équipes ou entre laboratoires ou entre pays. Et dans le même temps, comme c'est une compétition, on peut hésiter ou prendre des précautions pour ce qui est de la propriété intellectuelle, pour ce qui est du partage de savoir-faire et d'autres choses comme ça. C'est un premier sujet. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est comment garantir en cas de projet commun la fuite de données, l'espionnage, le fait que des informations puissent être récupérées, soutirées ou parfois obtenues de façon parfaitement acceptée. Il n'y a pas de réponse universelle par rapport à ça, si ce n'est une culture à la fois de confiance et de prudence. Prenons quelques exemples. Dans tout récemment, la stratégie vaccinale, l'un des pays qui ont vacciné le plus fort, c'est Israël. Israël a une grande culture en matière de sciences et médecine, et en particulier intelligence artificielle et médecine, sous l'impulsion de personnalités comme Ran Balisser. Israël a aussi une grande confiance dans la technologie. Le deal qui a été passé avec Pfizer-BioNTech pour avoir des doses de façon extrêmement conséquente, c'est un partage des données des patients vaccinés directement auprès de Pfizer-BioNTech. Un deal qui aurait été jugé complètement inacceptable en Europe occidentale, bien sûr. Partager nos données personnelles avec des laboratoires pharmaceutiques, des grands laboratoires privés, jamais ça aurait été une explosion si ça avait été sur la place publique en France ou en Allemagne. Mais en Israël, ça passe et ça n'a pas choqué. Et aujourd'hui, ils sont heureux et fiers d'avoir pu utiliser ça pour être l'un des pays les plus vaccinés au monde, peut-être le pays le plus vacciné au monde. Donc, on voit ici que le rapport à la sensibilité des données n'est pas le même d'un pays à l'autre. Il faut en tenir compte dans la culture. Maintenant, prenons un autre exemple, coopération avec la Chine. Quand il y a eu discussion sur la mise en place de coopération de recherche entre France et Chine sur le dossier intelligence artificielle, bien sûr, sont venus de grands débats sur la souveraineté française, sur le risque qu'il y avait à travailler avec la Chine, aussi bien sur la question de fuite des données que sur la question de fuite des compétences. Et sont des débats qui sont suivis dans lesquels les questions diplomatiques ont été très fortes. Et il n'y a pas de recette particulière, si ce n'est que pour faire un deal, pour pouvoir être en confiance, il faut avoir une grande capacité soi-même, une force de frappe technique, et pas juste s'en remettre aux uns et aux autres. Un accord, un contrat, ce n'est pas suffisant pour avoir la confiance. Il faut aussi avoir quelqu'un qui est expert en cyberdéfense, en cyberattaque, des gens, une culture qui peut protéger, qui va suivre, garantir, etc. Dans bien des projets, il y a l'intelligence artificielle, par exemple, l'ANSSI en France, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, va donner son imprimatur, va vérifier que les projets sont bien assurés, bien backés, et ça fait partie de leur compétence, fait partie de cette réponse et de ces garanties. Ce qu'il faut bien comprendre et avoir en tête, l'intelligence artificielle pose pas forcément plus de difficultés, ni moins de difficultés que d'autres technologies de haut niveau. L'intelligence artificielle est associée avec un halo de mystère, de fantasmes parfois,
Mais comme il venait de ma réponse, c'est venu avec un contexte extrêmement pragmatique, extrêmement expérimental, dans laquelle c'est avant tout la compétence ressources humaines et expérimentation qui joue. Il y a quelque chose de plus sensible, c'est vrai, sur les données. J'aurais dû mentionner aussi la possibilité maintenant, de plus en plus, de pouvoir mettre en commun des données sans les échanger physiquement. Soit que les calculs sont faits sur le serveur ou sur l'appareil qui contient les données, soit qu'on ait des dispositifs, des procédures de chiffrage qui permettent de faire les opérations à distance sans transfert physique. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur Hubert Pot. Vous pouvez activer votre micro. Oui, merci. Exactement. Bonjour, monsieur. Voilà, vous avez parlé de fantasme à l'instant. On fantasme effectivement beaucoup là-dessus. Alors, moi, j'ai envie de fantasmer. J'ai un petit-fils un arrière-petit-fils qui vient de naître. Et j'aimerais savoir ce qu'il en sera dans sa vie quand il aura 60, 70 ans, c'est-à-dire en 2000, autour de 2090, 2100. Est-ce que vous avez une petite réponse pour nous aider à fantasmer là-dessus? D'abord, en 2100, je pense que l'humanité sera bien plus préoccupée de questions climatiques et environnementales que l'intelligence artificielle. Et si les prédictions de nos amis du GIEC et d'ailleurs des scientifiques qui sont experts en climat se vérifient, on aura pour la deuxième moitié du 21e siècle une situation qui peut être, enfin, tous les scénarios les plus calamiteux sont envisageables, avec de façon tout à fait plausible des migrations de population d'une ampleur jamais vue dans l'histoire humaine, parce que dans les quelques décennies qui viennent, à peu près 1 ou 2 milliards de gens vont devoir bouger pour fuir des régions qui seront devenues inhabitables. Mais c'est quelque chose qui pourrait se produire dès le milieu du XXIe siècle. Donc déjà, je pense que par rapport aux prédictions de long terme, on a là quelque chose qui sera certainement bien plus prégnant. Maintenant, sur le développement de l'intelligence artificielle à horizon 60 ans, il y a absolument personne ne va se risquer à dire quoi que ce soit. Je dirais même enfin, ce qu'on évoquait il y a 20 ans pour le sujet ne s'est pas réalisé. Enfin, c'est réalisé d'une façon différente de ce qui était attendu. Quand moi j'étais élève à l'école normale supérieure dans les années 90, le sujet intelligence artificielle passait pour un sujet sans guère d'avenir, limité à des théoriciens et sans application. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé maintenant. Les questions à cet horizon-là aussi, les questions matérielles vont se retrouver être un vrai frein à un moment ou à un autre en matière de développement informatique. Je veux dire, la quantité de matériel disponible, peut-être qu'on se retrouvera face à des pénuries de cuivre, face à des pénuries d'indium, face à des pénuries de silicium. Le développement si je peux dire, logique et abstrait sera certainement rattrapé par le développement et l'évolution des choses très concrètes. Merci. Merci Oui, beaucoup. Madame Jacqueline. Il faudra activer votre micro. Pardon, avec l'esprit d'escalier, je reviens un peu en arrière. D'ici là, on peut considérer comme plausible que l'informatique quantique sera sortie de terre et que donc l'informatique aussi aura été révolutionnée par la capacité de calculer extraordinairement plus vite dans certaines applications. Mais là encore, c'est très, très dur de faire des prédictions. Souvenons-nous aussi, par rapport aux prédictions de long terme sur la science, souvenons-nous, dans les années 60, c'est la conquête de la Lune. Et Neil Armstrong qui marche sur la Lune, c'était qu'en 1969. Qui aurait cru, qui aurait prédit à cette époque que 50 ans plus tard, on n'en serait guère plus loin par rapport à l'exploration de la Lune, par rapport au voyage habité, que rien de ce qu'on réfléchit à envoyer des gens sur Mars, mais qu'on ne sait pas du tout qui, que, quoi, comment, que les vols habités
il y a quelques personnes dans la station internationale qui y vont de temps en temps, qu'il y a encore un Thomas Pesquet à l'occasion, mais que, bref, les voyages habités spatiaux, c'est resté une marge infime. Toute la science-fiction se déchaînait pour imaginer comment, en l'an 2000, les voyages spatiaux seraient monnaie courante, etc., etc. Rien de tout ça ne s'est réalisé. Oui, on a envoyé des robots de plus en plus sophistiqués, on a envoyé des sondes, mais aujourd'hui, les grands sujets chauds qui dominent la conquête de l'espace, c'est la mise en œuvre de constellations de satellites à relativement basse altitude, avec tous les problèmes d'observation que ça pose pour l'observation spatiale d'ailleurs. C'est les fusées réutilisables ou des choses comme ça. Les progrès ont été extraordinairement plus lents que ce qu'on attendait. Merci. Madame Jacqueline, vous aviez une question? De la solidarité, dans les années 80-90, l'intelligence artificielle était plutôt perçue avec la robotique comme une menace pour l'emploi, et particulièrement dans l'industrie. C'est une notion complètement dépassée, ça? Non, c'est pas dépassé. C'est pas du tout clair, mais c'est pas dépassé. On peut faire beaucoup de remarques à ce sujet. D'abord, ça reste un des sujets chauds et un des sujets les plus âprement débattus dans la sphère tech, dans les grands forums. Aujourd'hui, comme il y a la crise Covid, ce n'est pas la question première pour l'emploi, mais ça reviendra. Personne ne sait vraiment comment évolueront les choses. Il y a potentiel pour destruction massive d'emplois, oui. Il y a aussi potentiel pour création d'emplois massifs, peut-être. C'est très confus. C'est très dur à prédire. C'est pour ça que j'avais proposé, dès mon rapport au ministère du Travail, la mise en place d'un observatoire / centre d'expérimentation, laboratoire, pour faire des recherches, mener des enquêtes et voir aussi quel est l'impact de l'IA sur le monde du travail, quelles sont les expériences réussies dans lesquelles l'IA vient enrichir le monde du travail au lieu de l'appauvrir. Et ça demande d'expérimentation. Il y a des expériences qui ont été réalisées par un certain nombre d'institutions. J'avais suivi ce que faisait le BCG là-dessus pour montrer comment l'intelligence artificielle peut venir augmenter le monde du travail et être plus efficace IA plus humain est plus efficace que humain tout seul ou IA tout seul. Et donc, ce sont des services améliorés qui viennent plutôt que des remplacements de l'humain par la machine. Ces expériences ne sont pas faciles à faire. Dans un premier temps, les expériences donnaient plutôt humain plus machine moins efficace que machine toute seule, ce qui est un peu embêtant. Ça demande, disons, une vraie réflexion, un vrai travail de terrain pour voir quel bon partage des rôles entre l'humain et la machine pour que l'humain ne gêne pas la machine et que la machine soit vraiment un outil au service de l'humain. Ça demande un réel travail. Et nous ne sommes pas tellement plus avancés là-dessus aujourd'hui en 2021 qu'en 2018, si ce n'est qu'il y a un certain nombre d'expériences qui ont été menées. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que globalement aujourd'hui, quand on fait le bilan de la numérisation, je ne parle pas de l'IA, mais je parle juste de la numérisation, le bilan est plus négatif que positif. C'est sûr qu'il y a bien plus d'emplois qui ont été détruits par la numérisation que d'emplois qui ont été créés. C'est des emplois de proximité, c'est au choix aussi par la désintermédiation. Je veux dire, tout le secteur de la presse, par exemple, des médias est en crise parce qu'il y a besoin de beaucoup moins de monde pour faire tourner la baraque, si j'ose dire, dans le contexte actuel que dans le temps où c'était des rédactions, des lieux de travail et tout ça. Ou prenez les agences de voyage, ça a disparu, ça s'est transformé en d'autres agences de voyage, mais qui demandent moins de monde qu'avant. Les lieux de rencontres culturelles sont en crise, les loueurs de DVD, ça n'existe plus. Enfin, tout ce genre de choses, il y a un paquet de métiers qui ont disparu avec le numérique et la désintermédiation. Et quand on compare commerce habituel et commerce en ligne, e-commerce, c'est ravageur. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais c'est c'est un emploi créé pour 3, 4 emplois, je ne sais plus, qui sont détruits. C'est peut-être même pire, je ne sais plus. Mounir Majoubi avait travaillé là-dessus dans un contexte parlementaire. Les modèles économiques actuellement en cours, ils sont ravageurs globalement pour les emplois. Et puis, vous avez des entreprises
extrêmement influentes qui reposent sur extrêmement peu de monde. Prenez Instagram qui repose sur quelques personnes et qui a des valorisations incroyables et qui a un impact extraordinaire. Donc, globalement, l'impact est très négatif actuellement en termes d'emploi. On peut être schumpeterien et se dire que tous ces emplois détruits vont ressurgir d'une autre façon, mais globalement, ça met du temps à ressurgir, et donc on peut se poser des questions aussi. Et j'insiste là-dessus, même si l'IA a focalisé l'angoisse, c'est bien la numérisation, en l'occurrence, le processus de numérisation qui a été le plus efficace pour détruire des emplois, si j'ose dire, ces dernières décennies. D'accord. Merci. Alors, il y a dans le chat une petite réflexion sur la 5G. Du coup, monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur la 5G? Oui. IA est aujourd'hui souvent associé à la 5G, oui, parce qu'ils viennent en même temps dans le débat public, mais ça n'a rien à voir. Sauf que pour certaines applications qui demandent un grand transfert de données très, très rapide, la 5G pourrait être un catalyseur d'intelligence artificielle. Globalement, je suis très sceptique. Oui, il y a des applications particulières, mobilité autonome ou télémédecine, qui pourront demander un grand flux de données rapide tel que la 5G peut le proposer. Ça reste, dans certains cas, pour des questions de sécurité, on peut douter sur le fait que ça va venir avec les protocoles habituels de 5G parce qu'il y a des exigences de sécurité qui seront considérables, aussi bien par rapport à la mobilité autonome que par rapport à la télémédecine. Pour la plupart des applications qu'on peut avoir en tête en matière d'intelligence artificielle, on n'a pas besoin de débit aussi élevé, de transfert aussi monstrueux de données instantanées que ce que la 5G peut faire. Et ça, l'impact pratique au quotidien de la 5G reste à démontrer. Pour l'instant, oui, les utilisations telles qu'on s'en fait dans des pays comme la Chine qui ont commencé à déployer les technologies, très clairement, c'est au niveau du jeu vidéo. Des jeux partagés, des jeux en ligne, voire du e-sport. Mais nous sommes loin des applications potentielles vantées par les fervents avocats de la 5G. D'accord. Merci. Alors, Lupna, tu peux poser ta question. Enfin, bonjour, monsieur le député. Question, alors, moi, je suis spécialisée dans la cybercriminalité. Je travaille dans un grand groupe. Je m'intéresse au sujet de l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. Et je voulais avoir votre avis. La 5G dans mon monde, va augmenter les surfaces d'attaque des cyberattaques et va rendre encore plus vulnérables les pays émergents. Vous avez raison qu'effectivement, on a une problématique de ressources. Je vous rejoins par rapport à ça. L'autre problématique que je vois depuis quelques années, c'est qu'il y a un transfert de pouvoir. Cette notion de souveraineté d'État, quand on voit la place des GAFAM qui, à un moment donné, font de la rétention d'informations, si on prend le cas de Donald Trump, je voulais avoir votre posture sur le tracking humain et le tracking humain dans l'orientation du développement du terrorisme et de l'insécurité, en fait, par le formatage, au travers de ces nouvelles technologies de l'IA. Je vous remercie. Est-ce que la 5G augmente la surface de cybersécurité, de cyberdanger? Très clairement, oui, si le développement des objets connectés, qui est une des applications souvent mises en avant de la 5G, vient. Objets connectés, ça veut dire multiplication des points d'entrée, et ça veut dire multiplication le web des objets et tout ça, Internet of Things, multiplication de vulnérabilité juste phénoménale. Je me souviens d'un colloque international sur la cybersécurité dans lequel Adi Shamir, qui est peut-être l'expert en cybersécurité le plus respecté du monde, c'est le S du cryptage RSA, disait sans embâche que c'était le sujet qui l'empêchait de dormir la nuit, les objets connectés. Et on a vu au cours des dernières années des attaques venir à partir de n'importe quoi, ou des fois c'est le système de ventilation connecté qui est le cheval de Troie qui vous permet l'attaque. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre cafetière connectée ou qui sait quoi. Et il y aura une course-poursuite qui va se faire qui sera juste considérable. Ensuite, sur ces questions de cybersécurité, j'aimerais dire aussi que vous n'êtes pas prêt d'être au chômage, hein, vu les besoins exponentiellement grandissants en matière de cybersécurité. Quand on voit que la quantité d'attaques
ransomware, extorsion de fonds ou qui sait quoi, augmente exponentiellement, quand on voit aussi à quel point le cyberharcèlement augmente exponentiellement, et la variété des types d'attaques qui se mettent en place, c'est juste vertigineux. Sur ce transfert de souveraineté, oui, d'ailleurs, on le voit aussi dans la cybersécurité, je veux dire, les très grands groupes aujourd'hui, les Google, les Microsoft, certainement, ont des capacités en matière de cybersécurité et cyberattaque qui dépassent celles de n'importe quel État et qui vont se retrouver parfois même à faire de la police, de la police sur les activités web. Et une question qui se pose, la souveraineté, elle se pose à bien des égards. C'est la souveraineté économique, c'est la souveraineté en matière de ressources humaines et de compétences, c'est la souveraineté en matière de décision. Et en matière économique, ben, vous voyez, encore hier, un rapport sortait sur la façon dont Amazon était imposé de façon ridiculement faible par rapport à ses bénéfices et surtout par rapport à son chiffre d'affaires phénoménal en Europe. Et l'incapacité européenne de répondre à ça. Je me souviens d'un avocat spécialisé dans les questions cyber, dans les questions informatiques, qui me disait vous pouvez très bien y aller si vous le souhaitez en France pour imposer une taxe sur les GAFA. À la fin, c'est vous qui allez la payer. Et vous allez la payer 3 fois. Vous allez la payer une fois quand les GAFA, avec leur situation d'oligopole, vont répercuter le coût de la taxe sur leurs produits et que vous ne pourrez pas aller voir la concurrence parce qu'il n'y en a pas. Vous la paierez une seconde fois avec les rétorsions imposées par Donald Trump. C'est bien ce qui a failli se produire. Hein. Il a mis l'arsenal phénoménal de mesures de rétorsion qui était mis en avant par Donald Trump sous le signe de la menace était considérable. Et une troisième fois, quand l'Europe retoquera la taxe française en disant que c'est contraire au traité européen, pointant le doigt cruellement sur l'absence de coordination européenne en matière de fiscalité. Et il a raison, au sens où actuellement, la réponse européenne est très faible par rapport à la puissance considérable de ces entreprises États, hein, qui ont un budget supérieur à celui de bien des États. Et en termes de ressources humaines, ben oui, c'est eux qui ont les meilleures ressources humaines, avec une force de captation extraordinaire qui nous renvoie aussi à notre difficulté, la difficulté de nos institutions à se mettre à jour dans le nouveau contexte. Je vous remercie. Merci. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour d'autres questions. J'aurais une deuxième question, monsieur le député. Vous avez mentionné au début les limitations de l'intelligence artificielle. On en parle qu'aujourd'hui, on a des méthodes d'intelligence artificielle, on peut appeler ça limitée, qui est restreint à des problèmes assez spécifiques. Toutefois, il y a un certain nombre de chercheurs et d'études qui parlent aussi de quelque chose qu'on appelle l'intelligence artificielle générique. Vous avez certainement entendu parler. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'y arriver, par exemple en s'inspirant du cerveau, en s'inspirant des neurosciences? Il y a un certain nombre d'études là-dessus. Et si oui, quels enjeux ça aurait? Soyons clairs, une intelligence artificielle généraliste, ce n'est pas pour demain. C'est une intelligence artificielle forte, comme on l'appelle parfois, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain. Et aujourd'hui, nous sommes toujours sur un registre d'intelligence artificielle spécialisé dans des tâches à accomplir de façon efficace et pas du tout sur le registre de l'intelligence tel qu'on l'entend d'habitude. Et ce qui se passera, il n'y a pas d'objection théorique à ce qu'émerge un jour une intelligence artificielle généraliste. Il n'y a pas d'obstacle théorique, sauf que pour l'instant, on ne voit pas du tout quels sont les
Quels sont les ressorts sur lesquels ça s'appuierait? Alors, important, plusieurs remarques dans l'évolution de l'intelligence artificielle à venir. D'abord, la démarche basée sur les données va se mixe déjà avec la démarche basée sur les modèles et sur les rapports de cause et de conséquences. C'est important. Et ensuite, aussi, l'autre remarque, c'est que la recherche en IA, elle va être aussi aller davantage du côté du hardware, du côté de l'architecture. Après aussi certainement sur les questions de chiffrement, sur les questions de sécurité, tout ce qui pourra être mis en œuvre dans l'architecture sera plus solide, sera moins attaquable et sera plus efficace. Gros enjeu aussi par rapport à la sobriété numérique, sobriété énergétique qui est attendue dans le cadre numérique. Et bien malin qui peut prédire ce qui va arriver. Vous savez, si on voulait une démonstration de la difficulté de prédire les choses, il suffirait de regarder la question du coronavirus. Quand l'épidémie est tombée dessus en mars, les sources les plus respectées en matière scientifique nous disaient le vaccin, ce n'est pas avant 18 mois, voire 18 ans. Et 6 mois plus tard, ça y est, on discutait de savoir comment on allait vacciner, selon quel protocole, quel plan, etc. Donc, il y avait une impossibilité de prédire la vitesse à laquelle les choses se pourraient se faire. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a mis le paquet là-dessus. Qui sait ce qui se passera en termes de paquet par rapport aux réalisations acceptables sur tel ou tel sujet. Il y a des projets juste givrés qui sont arrivés sur la table à certains moments interdisciplinaires. Par exemple, des projets où il s'agit de rendre la vue à des aveugles en travaillant sur une combinaison d'apprentissage inscrit en dur, de façon d'agir avec je ne sais plus quelle drogue, quelle substance sur le cerveau, de récupérer des informations, d'agir, de faire prendre connaissance au cerveau de ce qui est capté par des capteurs visuels dans un certain sens. Il y avait des projets juste givrés qui sont en place, qui sont du domaine du possible, en combinant plein d'effets qui aboutiront plus ou moins rapidement en fonction du paquet qui est mis dessus. Et on n'est pas tellement dans ce domaine où la prédiction est possible. Il s'agit beaucoup plus, les enjeux sont plus aujourd'hui dans la façon de réagir et de s'adapter, de surfer sur les vagues et les évolutions. Merci. Alors, j'ai une petite question. Pendant votre présentation, vous avez parlé du partage des savoirs et mon esprit a réussi à faire un lien avec une autre notion, la fuite des cerveaux. Du coup, je ne sais pas trop comment est-ce que vous définissez la frontière entre le partage des savoirs et la fuite des cerveaux. Il faut quand même avouer que la frontière est assez mince. Oui, la frontière est mince. Mais c'est facile. Quand le partage, c'est quand les flux vont dans un sens, dans un autre, qu'il y a des projets qui se font d'un côté, des projets qui se font de l'autre. La fuite, c'est quand ça va à sens unique et qu'il y a donc une perte de compétences d'un côté pour nourrir un autre. Justement, et il est à constater que de nos jours, c'est beaucoup plus la fuite des cerveaux qui prédomine. Et le partage, je l'ai connu, hein, ma carrière. J'ai fait en Europe, j'ai fait aux États-Unis. J'ai fait 3 fois des séjours en tant que mathématicien, en tant que professeur invité de 6 mois chacun aux États-Unis. J'ai envisagé d'y rester plus longtemps, mais à chaque fois, je suis revenu. On est là sur du partage. Et les actions qui ont profité aux universités américaines, qui ont profité aux universités européennes. Et c'était important. Je serais resté en France, même je serais seulement resté en Europe, je n'aurais pas décroché à Médafis, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. C'est un exemple de partage. Et la fuite, c'est quand vous avez quelqu'un qui part aux États-Unis, qui ne revient jamais. Parfait. Et aujourd'hui, quelles sont les stratégies qui se mettent en place pour faire revenir les chercheurs français qui nourrissent les savoirs de la Silicon Valley? Stratégie pour garder les chercheurs en France? Tenter de garder, oui. Exactement, puisqu'il est à constater que les chercheurs français s'illustrent énormément à la Silicon Valley.
Donc, du coup, je voudrais savoir si à votre niveau, vous établissez des dispositifs qui Absolument. permettent justement de conserver vos chercheurs. Pour l'instant, les réponses ne sont pas à la hauteur de la fuite. Les réponses, c'est une combinaison d'implication, de confiance, de salaire, de conditions de recherche, surtout de conditions de recherche, façon de simplifier, de donner plus de moyens aux ambitions de recherche actuelles. Certains pas ont été accomplis par la stratégie intelligence artificielle, la mise en place aussi d'instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle sur le mode de celui que j'évoquais tout à l'heure pour Paris Centre. C'est quelque chose qui jouera. Nous sommes encore loin d'être à la hauteur cependant. D'accord. Alors, une dernière question. Nous avons 5 minutes à passer ensemble. Les comportements changent et les opinions changent aussi. Je veux dire, il y a encore, il n'y a pas si longtemps, genre il y a 20 ans, quelqu'un qui lançait sa start-up le faisait de façon, la plupart le faisaient de façon exposée, avouée, en disant mon objectif est de me faire racheter par un grand acteur américain. Rétrospectivement, c'est une position qui semble cynique, mais c'était vraiment une opinion dominante, partagée, qu'on pouvait entendre de tous ceux qui se lançaient là-dedans. Et maintenant, le discours a changé. Vous avez un certain nombre de start-upers qui disent que leur objectif est de contribuer à l'écosystème européen en passant des partenariats avec des grands acteurs européens ou même en grimpant pour devenir un grand acteur autonome européen. Le discours a changé et c'est bien sur ce genre de changement culturel qu'il faut compter aussi. Maintenant, on peut le faire aller plus ou moins vite. D'accord. Merci. Alors, je crois que s'il n'y a plus de questions, bonjour. Il est déjà 13h27. Voilà, dernière. Pardon? Oui, Laure, tu peux poser ta question. Bonjour, Monsieur Villani. En fait, j'aurais une question concernant l'environnement. Je voudrais savoir comment l'intelligence artificielle pourrait l'améliorer et faciliter la transition écologique. Eh bien, grande affaire. Pour l'instant, les impacts positifs ne sont pas très clairs et les impacts négatifs sont trop clairs. Les impacts positifs, ils ne sont pas très clairs et ça peut être un peu partout. Ça améliorera la prédiction des modèles, ça améliorera la mise en œuvre des politiques énergétiques, ça améliorera les sobriétés énergétiques, ça améliorera les diagnostics, ça pourra améliorer tout. Bon. Maintenant, ça peut améliorer que les techniques, les secteurs dans lesquels on investit. Après, faire les comptes. Si vous consacrez une somme X à la transition, je ne sais pas moi, par exemple des engrais, et une somme 10X à la prospection pétrolière, transition des engrais pour diminuer la quantité d'engrais qu'on utilise, prospection pétrolière pour trouver de nouveaux gisements qu'on va pouvoir brûler et envoyer dans l'atmosphère, l'IA va servir aussi bien l'un que l'autre. Donc, globalement, le bilan de l'IA sera négatif, reflétant en ça nos priorités économiques. En plus de ça, il y a un problème par rapport à l'IA, c'est que c'est très consommateur de données, très consommateur d'infrastructures, de serveurs, et donc ça vient nourrir les problèmes de pollution liés au développement du numérique. Un secteur qui se recycle peu, un secteur qui est très consommateur en ressources premières, un secteur qui est très consommateur en énergie. Et comme l'IA est très consommatrice d'énergie, très consommatrice de données, très consommatrice de matériel, ça participe plutôt négativement aussi à ça. C'est dur de faire le bilan, mais pour l'instant, il y a plus de moins que de plus dans la colonne des avantages. Et du coup, j'en profite pour vous demander, aujourd'hui, quel type, j'imagine que ça va être les industries plus polluantes et industrielles, mais est-ce qu'il y a d'autres investisseurs qui dessinent pour vraiment essayer en fait d'améliorer les recherches dans des domaines qui sont plus développement durable, si on peut dire? Eh bien, quelle est la situation en fait des investisseurs dans l'intelligence artificielle? Pas tellement. Où sont les très gros investissements en intelligence artificielle? D'abord, les grands mastodontes digitaux font des investissements énormes. Je veux dire, les Microsoft, les Amazon et compagnie. Et on voit bien pourquoi, parce que ça aide énormément sur le commerce en ligne, ça aide énormément sur toutes les activités en ligne, tout ça. Premier point. Ensuite,
Le secteur financier, bien sûr, fait des investissements gigantesques en matière d'intelligence artificielle. Certains grands secteurs économiques, par exemple le transport. Cela dit, peut-être que Tesla est le plus gros investisseur en partenariat avec Google, bien sûr, la Google Car et tout ça. Donc, pour l'instant, je ne peux pas citer comme ça de grands acteurs qui investissent dans le domaine du développement durable ou dans le domaine de l'environnement. Il y a quelques entreprises, oui. En France, NamR est un exemple. Vous avez quelques entreprises qui investissent, par exemple, pour des applications pour aider le décideur public à trouver où sont les meilleurs endroits pour mettre des panneaux solaires, à faire les meilleurs diagnostics énergétiques, à aider à la rénovation, etc. etc. Ça reste, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur que les investissements des géants que j'évoquais. Ok, merci. Il y a aussi une question de culture, hein, c'est quelque chose déjà que je pointais dans le rapport. Par exemple, en France, sur les 4 secteurs prioritaires que j'évoquais, qui étaient médecine, transport, défense et environnement, hein, écologie. Sur ces 4 secteurs prioritaires, l'écologie est celui qui a le plus de mal à se lancer, à se démarrer, aussi pour des questions de culture, pour des questions aussi d'organisation des pouvoirs publics et tout ça. C'est très clair. Celui qui se lance le plus vite, c'est la médecine, puis la défense, ensuite le transport, un peu plus dur, et l'environnement, beaucoup plus dur. Et c'est notre responsabilité aussi que de pousser pour ça. Je suis bien d'accord. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup à vous. Et bien Merci. voilà, chers amis, je vous remercie pour votre qualité d'écoute et pour votre participation. C'est nous qui vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et Merci. très bon après-midi Merci à beaucoup. tous. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, cool, c'est rien, petite conférence, voilà, terminée. Bonjour Ézéchiel, merci beaucoup pour la conférence, c'était super intéressant. Merci à vous d'avoir participé. Ouais, je suis arrivée un petit peu en retard parce que